Avant les sables du désert, les concurrents du Paris-Dakar ont affronté les neiges de Cergy-Pontoise pour le prologue de cette épreuve, remporté pour les autos par Jean-Claude Darrow sur Porsche. Malgré la mise en cause de l'OLP, Israël et les États-Unis soupçonnent le groupe dissident Abu Nidal d'être responsable des attentats de Vienne et de Rome. Mesdames et messieurs, bonsoir. Paris-Alger-Dakar, édition 1985, c'est parti. C'était aujourd'hui le prologue de Cergy-Pontoise, avec une première surprise d'ordre climatique, de la neige, une tempête au moment du départ. Cela n'a pas empêché Pierre-Marie Poli de gagner pour les motos, tandis que Jean-Claude Darrow et Jean-Pierre Détaillat sur Porsche à 4 roues motrices étaient les vainqueurs pour les autos. Patrick Chêne. Chute en cascade pour les motos, qui préfèrent parfois rouler en peloton, mais travers pour les autos. Le plus beau de la journée pour Jacques Anquetil, l'ancien quintuple vainqueur du Tour, hiver son pilote, se sert d'une Land Rover d'un adversaire pour se remettre en ligne. Superbe. Celui-là utilisera le talus, la Panthère rose sur 2 roues, pas mal non plus. Dérault et Détaillat sur cette Porsche remportent le prologue, sobriété, efficacité. Mais ce qui aura véritablement marqué le public de Cergy, ce sont ces fameux camions. Groan, l'expérimenté au volant de son Mercedes, du travail bien fait, il se classe 2e. De Roy et son DAF, c'est la leçon d'efficacité, en douceur, sans forcer, 1er. Mais la plus belle image, celle qui restera, c'est celle de l'Allemand Capito et son Mercedes Unimog sur la piste de Cergy comme place de la Concorde, au klaxon. Le gouvernement israélien s'est réuni ce dimanche pour étudier les possibles représailles après les attentats de Rome et de Vienne, tandis que les États-Unis prêchaient la modération. Quant à savoir qui a commis le carnage, Israël, comme les États-Unis, penche pour le groupe Abu Nidal, dissident de l'OLP, ce qui est aussi l'avis du ministre autrichien de l'Intérieur. Cela, malgré la mise en cause de l'organisation de Yasser Arafat par l'un des terroristes de Vienne, interviewé sur son lit d'hôpital par une équipe de la télévision américaine. Une interview qui provoque des remous à Vienne, où l'on ne comprend pas comment la police a pu autoriser des journalistes américains à s'entretenir en pleine enquête avec ce terroriste. Patricia Coste. Étrange cette interview. Il est là, au fond, derrière les barreaux, le terroriste le mieux gardé d'Autriche. Les journalistes sont fouillés, ils ont obtenu, ce qui n'est pas toujours le cas, l'autorisation des autorités autrichiennes de s'approcher du détenu. You killed people yesterday, yes? Yes, Why did you do that? because it's Israel. Don't we kill Israel? Are you PLO? Yes. Where did you get your I am instructions? Fatah. Say it again. Fatah. Vrai ou faux? À Rome, le survivant du commando a prétendu, lui, faire partie du groupe dissident d'Abu Nidal. Et un journal ouest-allemand affirme qu'Abu Nidal est financé par le colonel libyen Kadhafi pour commettre des attentats. Sur les conséquences des actes terroristes de Vienne et de Rome, le commentaire de Philippe Gassot. L'organisation d'Yasser Arafat sort affaiblie de l'affaire. Des pays traditionnellement amis condamnent. Abou Labaz, dans un journal du Caire, déclare que le détournement a permis de frapper durement les relations américano-égyptiennes. Ce qu'il faut détruire, dit-il, ce sont les accords de Camp David. L'acte des terroristes visait d'un même coup l'accord de paix et peut-être aussi le rapprochement amorcé Arafat-Moubarak. Les attentats de Vienne et de Rome s'inscrivent eux aussi dans une volonté politique. À qui profitent les crimes perpétrés dans les pays les plus ouverts aux idées de l'OLP? À l'organisation de Yasser Arafat, déjà déconsidérée par les conséquences de l'Aquile et Lauro, et qui condamne le terrorisme hors d'Israël, difficile à croire. Les attentats de Rome et de Vienne interviennent au moment même où l'on reparle de la paix. Quelques jours seulement après que le président égyptien ait demandé à Yasser Arafat de reconnaître les résolutions de l'ONU, donc l'existence d'Israël. Le premier égyptien est appuyé par le roi Hussein de Jordanie qui demande à l'OLP que soient créées les conditions d'une nouvelle approche du processus de paix. Ces contacts ne font pas l'affaire de toutes les tendances, c'est peut-être là qu'il faut trouver les raisons de la violence aveugle. Le président Mitterrand, en visite privée en Égypte, s'est entretenu ce soir près du Caire avec le président Moubarak.
Le roi Hussein de Jordanie se rend en Syrie demain pour la première fois depuis 10 ans. Il doit sceller la réconciliation avec son voisin, le président Assad. Le Premier ministre israélien Shimon Peres a estimé aujourd'hui que le roi Hussein devrait engager des négociations de paix avec Israël sans la participation de l'OLP. Au Liban, l'accord de paix conclu entre les 3 principales milices est accueilli avec prudence. Tout dépend de son application sur le terrain, pense-t-on, sur place. Et puis dans le conflit entre le Mali et le Burkina Faso, c'est la confusion. Un 3e accord de cessez-le-feu était annoncé ce soir, mais le Mali vient de le démentir. En France, les enquêteurs de la brigade criminelle sont perplexes après le meurtre de l'avocat parisien Jacques Perrot, l'époux de la femme jockey Dari Boudboul. Aucune piste sérieuse, mais l'hypothèse d'un crime crapuleux ou politique est exclue. Thierry Calmette. Un avocat sans histoire d'après ses proches, un assassinat encore inexpliqué. Jacques Perrot a vu son assassin vendredi soir à 20h en sortant de son appartement du 2e étage. Le tueur l'attendait sur le palier, il connaissait le code d'accès à l'immeuble. Et puis 3 balles de 22 long rifle, toutes mortelles. Une véritable exécution dans ce coin tranquille du 16e arrondissement. Jacques Perrot était le mari de Dari Boudboul, la seule femme jockey ayant gagné 3 tiercés, mais ils vivaient séparés. La jeune femme a été mise hors de cause par les policiers. Et juste avant sa mort, l'avocat, un passionné de cheval, jockey amateur lui-même, venait d'appeler son ami Jacques-Henri Barbe, entraîneur à Maison Lafitte. À ce moment-là, aucune inquiétude, l'entraîneur ne comprend pas. Dari Boudboul déclarait ce soir qu'elle avait peur aussi pour elle. Les 3 tireurs fous d'Avignon se sont rendus aujourd'hui sans résistance aux policiers. Armés d'une carabine, ils s'amusaient à faire des cartons depuis vendredi sur des voitures ou des appartements de leur quartier. Les 3 jeunes gens de nationalité algérienne ont été placés en garde à vue. Retour au sport maintenant avec le basket. Finale cet après-midi du tournoi de Noël, France-URSS. Jusqu'au bout, les Français ont cru pouvoir battre les Soviétiques, qui l'ont finalement emporté par 110 points à 103. Patrick Montel. Cri de guerre pour l'équipe de France, bien décidée à troubler les Soviétiques champions d'Europe. Les Français, encouragés par près de 5000 personnes, prennent un meilleur départ grâce à Pastre ou à l'efficacité au rebond d'Ostrovski. La France qui mène de 10 points, 46 à 36, un écart qui va même culminer à 15 points sur cette faute de Volkov. 66-53 à la mi-temps après cet exploit d'Hufnagel qui marque du milieu du terrain. 13 points d'avance à la pause, du jamais vu. Un basket de rêve, c'est vrai, mais en deuxième période, le réalisme et l'efficacité soviétique vont payer. Surtout grâce à la présence d'Arvidas Sabonis, le géant génial. 2,15 m et il sait tout faire. Le smash ou alors la passe décisive. Sous l'impulsion du meilleur joueur européen, l'URSS se détache irrésistiblement, 7 points puis 8 points d'avance. Les Français réagissent sous l'impulsion de Monclar, Jean Gall y croit encore. Puis c'est au tour d'Hufnagel qui ramène la France à 3 points. Il reste 1 minute et 20 secondes à jouer. Juste le temps pour Sabonis de décourager définitivement les Français. Les Français qui s'inclinent finalement de 7 points, 110 à 103. Un tour d'horizon d'autres événements sportifs de la journée nous conduit d'abord à Houille, près de Paris, où la corrida a été gagnée pour la 3e fois par le Portugais Fernando Mamed. Gérard Holtz. Déjà vainqueur en 83 et 84, eh bien Fernando Mamed a gagné cette année. Les 9 km 5 en 26 minutes et 12 secondes. Le Gallois Steve Jones suit à 15 secondes. Duel serré pour la 3e place où Pierre Lévis devance Jackie Boxberger au sprint. Et pendant ce temps, le rallye Paris-Gao-Dakar, 6600 km à pied, poursuit son petit bonhomme de chemin. Les 12 équipes, dont les coureurs se relaient tous les 20 km, sont en Algérie en ce moment. 3 coureurs ont abandonné pour des problèmes de santé. Un concurrent français d'origine algérienne a été refoulé par les autorités. Il tentera de rejoindre son équipe au Mali. Arrivée prévue à Dakar le 21 janvier, c'est-à-dire en même temps que l'autre rallye Paris-Dakar, c'est-à-dire le rallye motorisé. Et maintenant, nous plongeons vers la mer de Tasmanie, qui, comme chacun sait, sépare l'Australie de la Nouvelle-Zélande. La traditionnelle course Sydney-Hobart a pris un départ mouvementé. 179 concurrents ont quitté la baie de Sydney, mais pas tous en même temps d'ailleurs, puisque 6 d'entre eux ont été rappelés par le starter pour avoir franchi la ligne avant le départ. L'un des resquilleurs n'est pas revenu sur ses pas, il a poursuivi sa route. Il sera très certainement pénalisé. 1000 millions de sabords, comme dirait Daniel Casal. Les résultats du tiercé de cet après-midi à Vincennes, que nous allons voir maintenant. Voici l'arrivée donc, le 9, le 19 et le 6, qui rapportent dans l'ordre 9100 francs, et dans un ordre différent, 1820 francs pour 5 francs. Ils sont arrivés.
La météo, avec l'invasion du froid, Alain Gillot-Pétré s'est même transformé en bonhomme de neige. Contraste saisissant. S'il fera demain un temps magnifique du sud-ouest au centre et aux frontières du nord, la neige compacte régnera de l'est du Rhône au Jura et à la Corse, prenant un caractère de pluie sur les côtes, où Mistral et Tramontane souffleront fort. Une nouvelle zone perturbée avec petits flocons intéressera quant à elle le quart nord-ouest. Température glacée cette nuit jusqu'à moins 12 degrés au centre, moins 5 degrés de moyenne, et l'après-midi, de moins 1 à 5 degrés au nord, 0 à Paris, de 0 à 13 degrés au sud. Chaud les marrons. Malgré les rigueurs de l'hiver, comme on dit, savez-vous qu'on s'est baigné hier à Biarritz? Oui, vous le voyez, comme en plein été. Cela s'appelle du courage. On espère qu'un bon bol de bouillon attendait à la sortie les candidats au bain et peut-être aussi quelques pastilles pour la gorge. Voilà, c'est la fin de ce journal. Votre prochain rendez-vous est dans Télématin à 6h45. Demain, pour l'édition de la nuit, vous retrouverez Bernard Pradino. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne nuit. Et bien voilà, notre programme s'achève. Nous allons nous séparer. J'espère qu'Antenne 2 vous a permis de passer de très très agréables moments avec ce superbe film de Joseph Losey et puis la musique de Mozart, bien entendu, qui, je l'espère, bercera agréablement vos rêves. Alors si vous le voulez bien, nous prenons tout de suite rendez-vous pour demain. 20h35, ce sera la deuxième partie de ce film réalisé par Lazare Iglesias pour la télévision Hello Einstein. Et tout de suite après, 22h25, eh bien c'est l'Esprit français qui sera à l'honneur en la personne de Sacha Guitry. Mais notre tout premier rendez-vous, Philippe Arroir vous le disait, c'est dans quelques heures, 6h45. Toute l'équipe de Télématin sera là pour prendre le petit déjeuner en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente nuit et puis à très bientôt avec Antenne 2. Au revoir.